Salut, bien le bonjour à vous tous, comme on dit. Fidèles à notre émission, que sont-ils devenus? Vous avez compris qu'il s'agit de cerner des personnalités, ma foi, qui dans tous les domaines, sportifs, artistiques, etc., avec des gens de tous les jours, également les connaître parce que vous les aimez et vous devez savoir pourquoi vous les aimez autant. Mais justement, nous avons eu pas mal d'exemples pendant les éditions précédentes et aujourd'hui, nous allons nous adresser à une personnalité que vous aimez énormément, vu le succès populaire que connaissent ses productions. Une personne que vous côtoyez dans la rue, comme ça, qui est là, à votre écoute. Vous avez compris qu'il s'agit de Marie-Ange Ravin. Marie-Ange Ravin, bonjour, bonsoir, comme tu veux. Hein. Bonjour ou bonsoir, Michel, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Merci de me recevoir. Alors bien évidemment, j'ai défini les objectifs de cette émission, Marie-Ange. Le public est là, le public est déjà fidèle parce que les retombées sont extraordinaires. Qu'est-ce que tu penses du fait que Zouk TV instaure une émission qui remonte dans le passé, mais qui est actuelle, puisqu'on ne s'achète pas à des gens qui nous ont quittés, forcément. Ouais. Moi, je trouve que c'est le sens même de l'émission. Bien sûr, c'est très intéressant, Michel. Surtout, c'est un hommage à tous ceux qui ont œuvré pour notre pays, la Martinique. Donc je crois que c'est très intéressant de leur rendre hommage, surtout ceux qui sont vivants aussi. Ceux qui sont encore de nos jours, comme moi. Bon, alors il y aura beaucoup d'indiscrétions ce type d'émission, vous avez vu. Mais là, j'ai affaire à quelqu'un que je connais très bien, etc. Donc nous allons utiliser la machine à remonter le temps, si vous le voulez bien. Et partir des origines. Donc, quand on parle de Marie-Ange Ravin, tu es originaire de quelle commune? Qu'on va dire côté qui non? Moi, c'est Jean. Français comme tu veux. Moi, c'est Jean qui côté. Alors, bien sûr, Martinique, évidemment. Oui. Donc, je suis en fait originaire du Diamant. Mais j'ai passé mon enfance avec mes grands-parents, puisque mon père, il est parti très tôt. Donc, j'ai passé mon enfance à Rivière-Salée, à Lao, avec mes grands-parents, d'où un petit peu toute cette, on va dire, cette fibre pour tout ce qui est naturel, d'entendre la campagne. Voilà, parce que ma grand-mère, c'était vraiment une véritable bibliothèque du côté maternel et également du côté paternel également. Hein. Ah ben justement, tu viens de souligner un élément qu'on retrouve à chaque fois que je fais les interviews. Avant, il y avait toujours un complexe à se considérer comme moi, c'est moun la campagne, moi descendant. Est-ce que pour toi, c'est un complexe ou une fierté? Moi, j'ai passé une très très belle enfance à Rivière-Salée. Il y avait avec les animaux, les bœufs, manger lapin, machin. De l'autre côté, toute qualité quoi. Oui, et de l'autre côté, ma mère, elle était épicière, donc c'était un autre milieu. Mais bon, les deux, parce que quand tu es épicière à la campagne, nous t'es considéré presque comme une bourgeoise. Alors tu vois, tu côtoies tout le monde. Voilà, j'ai baigné dans les deux. Et moi, je trouve que c'était très, très enrichissant. Je ne regrette pas du tout mon enfance. Ces origines-là, quoi. Alors, la famille. Combien de frères, combien de sœurs? Alors, nous sommes 8. Combien de... Nous pas qu'à dire juge des rois, mais combien... J'aime pas ce terme-là. En Martinique, il y a toujours... Eh oui, mais c'est mon demi-frère. Alors, je vais te donner une petite blague. J'ai toujours dit à José Versol, où doit être frère moi, parce que vous sommes papa moi. Bah, sérieux? Non, mais c'est une plaisanterie, mais c'est vrai, José ressemble vraiment à quelqu'un de notre famille. José Versol. Tu sais que maintenant c'est très à la mode, la recherche des origines de la patrie. Aussi que papa, c'est pas bon, au gros. José Versol, la plaisanterie. Voilà, en tout cas, nous sommes 8, 2 garçons et 6 filles. Voilà. 2 garçons, 6 filles. 6 filles. Alors, le sens de la famille, ça, je sais que tu l'as. Pour toi, une bonne éducation familiale, ça relève de quoi? Des respects, etc., des valeurs, quoi. Voilà. Surtout le respect de l'autre, le respect déjà entre nous. Non, ça pour moi c'est primordial, le respect de l'autre. Le respect de l'autre, effectivement, se construire soi-même, avoir sa fierté. Tu as des souvenirs d'enfance comme ça, des petites anecdotes? Moi, ce que je sais, de toutes les façons... Tu as un coup, la rayon? J'étais une enfant sage. Non, je ne prenais pas de coups. Ma mère a dû qu'une seule fois, peut-être... c'est ma marraine, parce que c'est elle qui m'a élevée. Une seule fois... une belle raclée, quoi. Me donner la fessée.
Parce que je la méritais, en fait. J'étais très jalouse quand j'étais petite parce que ma marraine, elle avait son fils. Et moi, à la mort de mon père, c'est elle qui m'a élevée. Et il se trouve qu'elle avait un autre filleul qui avait perdu sa maman. Et elle a donc récupéré ce filleul. Et moi, je ne l'ai pas accepté du tout. Alors, ce que je Parce que tu étais jalouse, effectivement. J'étais jalouse. Et elle avait plus d'attention pour le filleul que absolument. pour toi. Alors, lui, il était très matinal, beaucoup plus matinal que moi. Et je l'entendais chanter avec ma marraine et tout. J'ai dit, merde, il prend ma place. Alors, car les pissants, les carboniers. Ouais. Ah, tu es un fond de méchant. Enfin, pas méchanceté, mais. Ouais, c'était des trucs de gosse, quoi. C'est un rival, quoi. Mais et puis, bien sûr, il prenait la fessée, quoi. Et puis un beau jour, on a découvert le poteau. Mais là, si vous entendez, là, le côté anecdote, c'est très important. Ça dénote la personnalité et puis il y a un caractère qui se forme. Nous vous écoutons, madame. Alors, du coup, j'ai été prise au piège parce que la marraine, elle s'est rendue compte quand même s'il avait fait pipi, le pyjama n'est pas mouillé. Une fois, deux fois, trois fois, ça passe. Mais enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, elle m'a prise vraiment en flagrant délit. Tu as versé pipi sur le lit. En train de faire pipi sur le lit. Alors, mais le petit boulot, il t'en voulait pas, non? Voilà. Non, après ça a été, parce qu'on s'aimait beaucoup et on s'aime toujours beaucoup, oui. Ouais. Et bien sûr, depuis ce jour-là, ça a été la seule fessée que j'ai prise et je la méritais. Donc ce sont les valeurs de la famille, le respect bien évidemment, ouais. Toujours, non, toi, très respectueux, madame, bonjour, monsieur. La fierté, là on entre déjà dans le caractère. Oui. Absolument, absolument. Est-ce que tu es fier de ce que tu es? Il faut être fier de ce qu'on est, Michel. À partir du moment où tu sais que tu respectes les règles partout, il n'y a pas de raison que toi, tu ne sois pas fier de ce que tu es et de ce que tu projettes. Ta personne. Donc, et naturellement, c'est pas la peine de faire chichi, c'est pas la peine de faire semblant. Tu sais que tu as reçu une bonne éducation, tu l'appliques, quoi. C'est tout. Comme dirait l'autre, effectivement, il y a un adage qui te dit... Diffuser la lumière, c'est bien, mais il faut la porter avant. C'est quand tu la portes que tu irradies, etc. Absolument, tout à fait. Voilà, on entre là maintenant dans la scolarité primaire. Tu as fait tes classes primaires où ça? Quand tu vas à l'école, là où tu es petit? Bien sûr, j'ai commencé à Rivière-Salée, à La-Haut, à Rivière-Salée. Après, je suis descendue 2 années sur le Diamant avec ma mère. Et puis après, ça a été Fort-de-France. Fort-de-France. Et donc, scolarité primaire, est-ce que tu as des souvenirs? Tu as goûté l'école ou tu as... Non, jamais. Non. Toujours? Non. L'huile. Sage, bon élève, très bon élève. Oui, très bon élève. J'avais un amour profond pour les langues étrangères. D'ailleurs, c'est ce que je voulais faire. Je voulais être interprète international. À l'époque, il y avait des distributions de prix. Est-ce qu'on rattrapait prix à des... Prix meilleur élève anglais, espagnol, oui. Oui. Ah bon, tu avais déjà une fibre, on va dire, touriste. Ah oui, j'aimais beaucoup les langues étrangères. Et même quand je suis partie, je me suis mise à l'allemand et à l'italien. On va arriver à ce stade-là. Donc, scolarité, etc. Tes rêves de jeunesse, tu voulais devenir quoi, là, au Titi Mamaï? Tu te voyais comment? Une grande chanteuse, une grande artiste, ou alors là, un petit peu dans le bureaucratique, puisque les parents avant... Non, pas les bureaux. Pourtant, j'ai passé ma vie vraiment dans les bureaux. Ouais. Mais moi, ce que je voulais, j'avais une tante qui a dansé pendant la guerre avec Mundo Rivel. Oui. Et quand elle est rentrée à la Martinique, on se ressemblait beaucoup d'ailleurs. Elle voulait absolument que moi je fasse de la danse comme elle a fait de la danse. Et moi j'aimais ma danse traditionnelle, oui, mais évidemment. Si elle a décelé ça chez toi, c'est que tu avais déjà des prédispositions. Absolument. Tu étais quand même un petit maman, on s'entendait. Oui, petit maman était avec danser. Ah oui, tout à fait. Donc elle voulait vraiment me pousser un petit peu dans le milieu. Mais c'était, tu sais, à cette époque, c'était pas la danse traditionnelle, quoi, aller danser les Allemands et tout ça, c'était pas la même chose, hein. Donc, c'est pas ce qui m'intéressait. Tu vois, les floufous et tout ça, je trouvais ça très, très beau. Mais je me suis dit, non, je préfère quand même la danse de chez moi, la biguine, la mazurka, le belay. Je préférais encore ça, surtout une fois j'ai dû assister très jeune à un spectacle de Loulou Boislaville au Diamant. Et là c'était parti. Là, je me suis dit... Tu avais quel âge quand tu as vu le premier spectacle de Loulou? Je devais 12 avoir... ans, 14 ans non, 14 ans, j'étais déjà à Fort-de-France. Je devais avoir 8, 10 ans. 9 ans, oui.
Ouais, tu vas Donc voir ça. déjà, ça te fascinait, le côté traditionnel, Absolument. Et puis, etc. le fait de voir ma grand-mère aussi avec ses grandes robes le dimanche. Elle était dans le spectacle aussi, non? Non, mais quand je la voyais... Là, c'est le côté vestimentaire. Voilà, que je la voyais avec sa grande robe qui partait à la messe le dimanche, moi, ça m'a toujours fasciné. Ouais. Mais toi-même, de ton côté, enfin, tu n'avais pas encore d'expérience de couturière ni de créatrice, etc. Non. C'est les images. Mais j'avais envie de faire ça. Et puis maman, même si elle avait son commerce, c'est elle qui nous faisait nos robes. Je dessinais les robes. J'avais petite déjà 8-9 ans, oui, je dessinais les robes. C'est ce que je veux, maman. Oui, je veux ça. Et j'ai ma petite sœur nous avons 1 an et demi d'écart. Donc, maman lui faisait, je dis, tu lui fais sa robe d'abord, parce qu'elle voulait nous faire les mêmes robes, parce qu'on est la même taille, la même hauteur. J'ai dit, tu lui fais sa robe d'abord à Ghislaine, et quand tu as fini celle de Ghislaine, tu vas rajouter ça pour moi. Donc Ghislaine, c'était ton cobaye, en quelque sorte, on va pas dire ça comme ça. Je ne voulais pas qu'elle ait la même chose que moi. Ghislaine, voilà. Dépassé, on parlait là, qu'on fasse comme ça, maman, mais il y a tel côté. Ouais, la mienne, il faut que tu me rajoutes une poche, il faut que tu me rajoutes des volants, il faut que tu me rajoutes quelque chose, il faut que ce soit différent. Tu jouais à la poupée quand tu étais petite? Oui. Ça t'arrivait là? Oui, nous faisons l'enterrement popote et tout ça, oui. Boutique? Oui, aussi. Ouais. Évidemment. C'était ça, nos jouets, faire de la récupération et jouer avec... Est-ce que tu as eu, par exemple, des expériences sportives? Parce que la manière dont on parle, on s'en moune dans certains moments où tu es gym, on va dire. Est-ce que tu as fait du sport? J'ai fait un petit peu de hand, qui m'a coûté un orteil cassé, mais j'ai fait un peu de hand, oui. J'ai fait un peu de hand quand j'étais jeune, oui. Voilà, alors l'enfant devient adolescente, etc., études secondaires. Donc là, tu étais déjà à Fort-de-France. Tu descends sur Fort-de-France, J'avais 14 ans. Tu es en 14, 15 ans. Enfin, tu entres en CEG. Je suis entré en 4e, oui, à Fort-de-France. Oui. Oui, j'avais 14 ans, 13, 14 ans. Adolescente, est-ce que justement, le personnage commence à changer? Est-ce que tu as un regard de jeune fille? Quand tu as dit à l'âge de la puberté, toute bagaille, tu es tout à pousser. Est-ce que déjà... Est-ce que ton regard commence à changer? Est-ce que ta personnalité même commence à changer aussi? Oui, parce que déjà, d'une part, on n'est plus dans le cercle... On n'est plus avec maman. Donc, on est hébergé chez la grande sœur. Donc, les choses sont différentes. Hein. C'est plus sévère. Parce que maman, c'est toujours beaucoup plus faible. Hein. Tu peux plus facilement demander quelque chose qui te manque à ta maman qu'à ta grande sœur. Donc, parce que la grande sœur, il faut qu'il goûte aussi lui-même. Donc, c'était quand même un petit peu dur. Et on avait hâte que le week-end arrive pour revenir à la maison. Et alors là, on est dans le cercle familial, mais quand même, tu deviens une jeune fille, tu es en collège, tu es en lycée peut-être, après, et tu découvres des amitiés. Est-ce que tu as ce sens profond-là de l'amitié, ou alors tu es plus sensible à des déceptions, le côté négatif chez certains amis que tu considères, hein, ouais. Je ne pense pas que j'ai... Parce que les amis, c'est pareil, Michel, j'en avais pas beaucoup. Ah bon, tu es une solitaire, ouais. Je n'en avais pas beaucoup, j'en avais peut-être 3 ou 4. Mais c'était un petit noyau très fidèle, très sincère. Et je me souviens que c'était à l'époque où Tcha-Tcha-Tcha, on commençait à danser le Tcha-Tcha-Tcha, donc on se réunissait chez ma sœur après les cours et on faisait des petits cours de salsa entre nous. Et puis en parallèle, après, j'ai eu les balisiers, où je suis rentrée très jeune au groupe Les Balisiers. Ouais. Alors là, justement, ta carrière, enfin pas ta carrière, mais tes préférences artistiques, on va dire ça comme ça, s'affirment. Tu aimes danser, évidemment. Oui. Tu aimes chanter aussi, déjà? Oui, un peu moins. Le chant est venu un petit peu après, hein, quand je suis rentrée au Balisier. Le chant est venu un peu après. Donc c'est l'adolescence, c'est l'époque également des surprises parties, on a parlé de copines, etc. Est-ce que ça t'est arrivé des fois d'aller danser, de demander à ta marraine, à ta maman? Tu as 17 ans, 18 ans, 16 ans. Une jeune fille. Pas avec maman, mais avec ma sœur, oui. Quand il y avait des communions, donc on allait... Toujours dans le contexte familial. Oui, on allait... surprise partie à l'époque, ça n'existait pas beaucoup. Hein. Non, c'était les fêtes genre communion, genre machin. Un petit peu après, il y a eu les concours de... la vaguille, tout ça qui après, oui, voilà. Et un petit peu après, on a eu effectivement, quand le bougalou et tout ça, tous ces trucs-là, pingouin, tout ça, c'est arrivé. C'est longtemps après. C'est en chronologie, c'est mon travail. Alors, donc,
Est-ce que tu as eu des petits boulots? Il y a qui racontaient même, par exemple, j'ai reçu plusieurs personnes, il travaille à la campagne, il fait ce qu'on appelle des tibons, il y a des mouns. Est-ce que tu as eu des... Maman tenait en boutique. Forcément, à certains moments, il y a peut-être bon, chez mes boutiques là. Tout à fait, oui. Ma mère, elle avait l'épicerie, le bar et le restaurant. Bon. Alors, de la régie, et puis derrière, il y a un petit bar. Oui, et puis au fond, il y avait le restaurant au fond. Ouais. Donc, effectivement, le week-end, on travaillait, on l'aidait au restaurant. Tu aidais ta maman? Oui, je aidais côté maman. Culinaire, nous pas justement, tu es une jeune fille là. Est-ce que tu as également des talents culinaires? Je me débrouille, on va dire. Je me débrouille. Par exemple, tu n'as jamais fait à manger dans le restaurant de ta maman? Non, ou des clients? Il y avait des gens, il y avait des gens qui étaient là, il y avait la cuisinière qui était là. Par contre, j'aidais à servir, desservir. Je donnais un coup de main en salle. Tu es une jeune fille, on progresse. Et alors là, tu as un souci, d'après tout ce que tu viens de me dire, d'apporter du soin à ta personne. Est-ce que tu es déjà très élégante? On est à 16 ans toujours. Oui. Moi, j'aimais bien être coiffée. J'aime bien être n'importe comment. Très bien coiffée, vernie. Oui, j'étais quand même quelqu'un qui aimait déjà les belles choses. Ouais. Mm-hmm. Et alors, bon, je vais te faire une question peut-être indiscrète. Est-ce qu'il y a eu à tu as 16 ans, 17 ans? 16 ans. Est-ce qu'il y a eu 16 ans? 16 ans. Déjà à cet âge-là, est-ce que tu as eu tes premiers coups, je vais dire les coups de foudre? Flash en lambeau, jeune homme en bas comme ça. Oui, j'ai eu un petit ami, oui. Petit amour. Un petit ami, premier amoureux. Oui, j'avais quoi, 16 ans? Oui, non mais il n'y a pas de honte à le dire. Alors là, on sent quand même, du côté du personnage, qu'il y a la fibre artistique qui commence à s'affirmer. Là, tu grandis, genre en collège, en lycée, etc. Tu as, par exemple, dans les cérémonies de fin d'année, est-ce que tu as participé à des scénettes? Est-ce que tu as chanté devant les élèves, devant tes professeurs? Oui. Pas vraiment devant les professeurs, une chose que nous avons faite, mais j'étais plus jeune que ça, pas 16 ans. Hein. Ouais. 16 ans, bien avant. Tu étais en classe primaire? Bien avant. 8 ans, 9 ans. Oui, en primaire. Moi, je vais te faire rigoler, Michel. Parce qu'à une époque, je sais pas si tu te souviens, quand le général de Gaulle est venu, vous t'es né où? Mais j'étais allé voir de Gaulle au lycée de jeune fille. J'étais un bon élève, moi. Attention, hein, on a sélectionné les bons élèves, tu te rappelles pas, au lycée de jeune fille? C'est ça. Et puis, il y a monde, tu te rappelles, hein, les petits drapeaux en l'air. Oui, tout à fait. Alors, nous, par contre, nous avions préparé avec une institutrice du Diamant, Madinina, ce n'est pas une fille. Ouais. Voilà, 2-3 écoles, elle nous avait justement... Elle nous avait préparé donc, pour chanter ça à l'avenue du Général de Gaulle qui devait en principe venir sur le Diamant. Je dis en principe parce qu'il n'est pas venu, c'est son Premier ministre qui est venu. Alors, nous avons donc chanté. Moi, je dis, mais pourquoi on ne fait que chanter? Pourquoi on ne pourrait pas juste un petit peu, au moins danser, quoi, faire des machines sur place? Elle a dit, bon, Marie-Ange a dit qu'on fait ça. Tu vois, Michel, j'avais quoi? 8 ans, 10 ans. Mais oui. Ça a fonctionné. Et après, j'ai dit, mais si on faisait ça avec le costume traditionnel, ce serait très bien. Tu vois, j'avais déjà le cette fibre-là. Ouais. Et c'est là qu'elle a dit, bon, pourquoi pas? J'ai dit, mais oui, il y a les grands-mères, il y a les robes des grands-mères et tout. Et puis c'était parti de là. Et c'est la première fois que j'ai dansé avec un costume, une grande robe de ma grand-mère que ma mère avait rafistolée pour qu'elle puisse un peu m'aller. Voilà. Et puis c'était très élégante, etc. Alors là, tu ne considères pas comme des premières expériences réelles artistiques. Là, tu es dans le grand bain, là, tu commences à grandir, 16 ans, etc. Tu as parlé de danse. Mais ça, j'étais tu as parlé de chant. Oui, j'étais au Balisier, là, à l'époque. Je suis entrée au Balisier. Entrée au Balisier, tu avais quel âge? Oh, je pense que j'avais 15 ans quand je suis descendue à Fort-de-France. Ah bon, c'est pour ça que j'avais pas encore. Quand tu étais à Fort-de-France. Alors, tu rencontres le ballet, les Balisiers. Alors, d'abord, c'était ma sœur qui était chez Bois-la-Ville, ma grande sœur. Elle dansait au Grand Ballet, au groupe folklorique martiniquais à l'époque, dirigé par Loulou Bois-la-Ville et Alexandre Nestoré. Moi, j'étais trop petite pour faire partie, j'étais trop jeune pour faire partie du groupe folklorique martiniquais, évidemment. Mais il y avait en parallèle les Balisiers qui, par contre, faisaient travailler les plus jeunes. Et c'est à ce moment-là que je suis allée au Balisier. Qu'est-ce qui dirigeait les Balisiers? C'était monsieur et madame Montredon.
Madame Montredon. Pélière et Cécile Montredon. On a beaucoup parlé de cette dame-là. Pélière et Cécile Montredon. Donc ça se passait sur Sainte-Thérèse. Et à l'époque, quand je suis rentrée au Balisier, c'était un groupe plus ou moins artistique. Ils n'étaient pas encore très folkloriques, ils ne faisaient pas encore grand-chose. Et c'est juste au moment où Ronnie aussi est arrivé. Alors, ce qui fait qu'il y a eu quelques danseurs de Bois-la-Ville qui ne pouvaient pas suivre Ronnie. Monsieur Mamayarkin, il parle de Ronnie, c'est Ronnie Hall. Ronnie Hall. Célèbre chorégraphe d'origine américaine, évidemment. Absolument, oui. Donc tu as travaillé avec ces gens-là assez jeunes. Oui, je n'ai pas travaillé avec Ronnie. Ronnie a travaillé avec le grand ballet, le ballet, avec le groupe folklorique martiniquais. Il a changé les chorégraphies et tout, il a vraiment modernisé. Alors, ce qui fait que tous les danseurs n'ont pas pu suivre le rythme Ronnie. Donc il y en a qui sont partis au Balisier à l'époque. Et c'est de là qu'on a instauré plus de musique traditionnelle, de danse traditionnelle au Balisier. Voilà, les Balisiers, donc la danse traditionnelle. Oui. Et rapidement, tu deviens une danseuse d'exception, on peut dire ça comme ça, sans trop claironner, quoi. Une danseuse d'exception. Et tu penses déjà à transmettre. C'est-à-dire que tu danses avec les Balisiers, mais à certains moments, peut-être qu'on te disait, Marie-Ange, tu t'occupes de cette section-là, etc. Avec tu es un petit peu meneuse aussi, en quelque part. C'était ça, c'était tout à fait ça. J'étais, il disait, la danseuse... paradis étoile. Oui, c'était presque ça. des Balisiers, quoi. Donc, oui, c'est vrai, je formais tous ceux qui arrivaient. Je montais même des petites chorés déjà à l'époque. Après, Guy, bien sûr, est venu nous aider parce qu'il fallait qu'on... On parle de Guy Métallier. Oui, Guy Métallier. Guy Métallier, oui. Oui. Est venu nous aider parce qu'il fallait représenter les mêmes spectacles. Parce qu'il nous arrivait de partager les prestations sur les bateaux. Exactement. Les prestations sur les bateaux avec Bois-la-Ville. Et donc, il fallait qu'on représente le même spectacle. Donc, Guy et Métallier est venu nous aider dans les chorégraphies. Et il a monté avec nous les chorés pour qu'on puisse partager les bateaux avec le groupe folklorique martinique à l'époque, qui était devenu le ballet de Martinique. Pas le grand ballet, mais les ballets de Martinique à l'époque. Alors, une question peut-être qui va, je sais pas moi, je ne vais pas dire étonner certains. Le terme chorégraphe, souvent en Martinique, je vois que l'employé à choréacrie, etc. Toi, est-ce que tu te considères comme une chorégraphe? Michel, avec toutes les expériences que j'ai eues au-delà de la Martinique, je pense que je peux le dire, oui. Parce que toi, tu sais, il y a des termes maintenant, tout le monde est historien, tout le monde est chorégraphe. Non seulement les expériences, mais aussi des cours. Donc tu t'es formé aussi. Absolument. Voilà, c'est très important ce que je te dis. Donc la musique, la formation quand je suis partie, j'ai voulu un peu me perfectionner, que ce soit dans le chant, dans la danse ou dans les chorégraphies. Bien sûr, tu prends tout ce que tu peux prendre. Tu as pris des cours de chant, des cours de danse, absolument. Tu as vu de grands cours à Paris, par exemple. Voilà, sur l'époque de Paris. Oui. Donc, tes premières expériences concernant la danse, tout ça, sont parties de la Martinique. Martinique, absolument. Tu grandis, mais avant d'arriver à ton explosion, on va dire, artistique, est-ce que tu es croyante? Tu es une personne croyante? Oui, j'y crois. Je ne suis pas à l'église tous les jours, mais j'ai la foi. Ouais. Tu as la foi, tu as confiance en toi. Oui, absolument. On ne va pas dire que tu es une fonceuse ou pas foncer tête baissée, non. Non, tu analyses les éléments avant. Ah non, je réfléchis avant. Je suis un taureau, hein. Le taureau réfléchit avant de foncer. Voilà. Donc, les Balisiers, belle expérience, etc. Et tu débarques à Paris. Tu as quel âge à peu près quand tu arrives sur Paris? 24 ans. Ah, mais c'est encore très, très, très jeune. Oui, je suis partie. Tu vois les choses autrement. Nous à Paris, nous à Langonville, nous voyons les choses absolument, en grand. Et je veux tout voir. Je veux tout voir, que ce soit dans le théâtre. Et je suis tombée sur de bonnes personnes, d'ailleurs, qui aimaient bien le milieu artistique. Donc, je n'hésitais pas à aller au spectacle. En plus, j'ai travaillé dans une maison où il y avait un centre, comment on dit, le centre culturel, pas un centre culturel. Une maison de jeunes, un centre artistique? Non, ils avaient, comment ils appelaient ça, le TBB. Bon, bref. Enfin bref, ils avaient... ils pouvaient avoir des spectacles, tous les spectacles étaient proposés, donc... une agence. Toutes les entreprises ont ça, donc le service... Relation humaine, non?
Ça commence voilà. Non, ça, et je ne ratais aucun spectacle. Donc tu as côtoyé des spécialistes, des techniciens. J'allais déjà voir tous les spectacles. Serge Lama, j'allais voir tous ces spectacles. Comment il s'appelle Tu avais une culture francophone artistique. Que tu chantes très très bien, là, que toi tu les ténors, etc. Oui. Les ténors d'opéra. Absolument. Donc moi j'allais au spectacle. Surtout qu'on avait la possibilité à prix réduit, à tarif réduit, d'aller voir des spectacles. Donc je ne ratais aucun spectacle au Palais des Congrès, Gilbert Bécaud. Ouais. Donc j'allais. Aznavour. Absolument. D'ailleurs, on va peut-être voir une photo de toi avec oui, ça. j'allais au spectacle parce que je voulais. Ça m'intéressait de toutes les façons. Moi, ça me plaisait. Ça m'intéressait d'aller voir des spectacles. Oui, je suis allée plusieurs fois voir West Side Story. Ouais. Comédie musicale, grande comédie musicale, avec la première distribution, etc. Oui, mais un spectacle ne m'a pas suffi. Je suis allée au moins 4 fois voir le même spectacle parce que je trouvais ça grandiose. Ce sont des comédies musicales. Et déjà là, tu associes les deux, musique, théâtre, danse. Donc déjà, ça t'interpelle, etc. Mais on sent que le terme est peut-être assez mal choisi, ta culture commence à se franciser, on va dire ça comme ça. Tu as laissé un petit peu tomber le traditionnel? Non, jamais. Ouais. J'ai jamais laissé tomber le traditionnel. Mais je dis que pour te conforter, certainement, et puis pour avoir de l'assurance dans ce que tu fais, il faut aussi que tu te nourrisses de ce qui se passe autour de toi, de ce qui existe. On a fait... moi, j'ai eu l'occasion de créer ce ballet, parce que je te dis, je n'ai jamais laissé tomber. J'ai eu l'opportunité de créer ce ballet Fleur Créole justement dans la ville où j'habitais, et ça nous a permis de partager de la scène avec de grands. Alice Donna, Yves Lecoq. On a partagé la scène avec donc ça m'a permis de voir côtoyer des gens, comment ça se passait à ce niveau-là, comment ça se passait. On va par exemple une image là, regarde un petit peu. Voilà. Ça c'est ton époque à Paris, ça. Ça c'est ça, tout à fait. Ouais. Alors quand je te parle de Paris, il y avait déjà quand même quelques fortes personnalités. Un bonhomme comme Jallier, est-ce que tu l'as côtoyé? Oui. On a travaillé ensemble avec Jallier, il habitait pas loin de chez moi en plus. On a eu l'occasion de participer à des réunions ensemble, donc on a eu l'occasion, mais une anecdote, qu'on a dû le ramener une fois chez lui, puis il nous indiquait comment passer, comment il n'est pas vraiment aveugle. Pourquoi? Oui, parce qu'il m'a fait la même chose aussi, moi. Oui. Tu vas tourner à deux paradigmes, le gars c'est à côté de moi. Non, mais donc ce sont quand même des pointures, on va dire ça comme ça. À un plus haut niveau, également tu as côtoyé d'autres pères. Ton rapport avec la communauté antillaise, est-ce que tu as découvert des jaloux? Est-ce que tu as la diaspora noire? Est-ce que tu t'es toujours bien arrangé, bien entendu avec les artistes noirs? En règle générale, ça se passait quand même assez bien, parce qu'à l'époque, on faisait souvent des rencontres de groupes folkloriques, de groupes ou de ballets créoles. On faisait souvent ça dans les petites associations dans culturelles, les banlieues, voilà. Ouais. On faisait beaucoup de rencontres et vraiment, je ne vais pas avoir mal aux chevilles, mais quand on voyait arriver le ballet Fleur Créole, tout le monde rentrait dans les petits souliers. Hein. Oui, mais effectivement, on sent une certaine fierté. Certaine fierté qui ne devient pas un complexe de supériorité. Voilà. Parce que j'aime pas ça dans le monde. Non, c'était pas ça. C'était parce que chez moi, c'était réglo. C'était sévère. Ah, tu madame Saint-Gratien, maman, pas moi. Pas ni la fête. Non, c'est ça, exact. Tu as toujours été comme ça, perfectionniste. Oui. Moi, j'ai toujours voulu que les choses se passent vraiment dans les meilleures conditions et faire du beau. Je déteste l'œil bon. Le médiocre. L'œil bon comme ça, je ne peux pas me faire au bon comme ça. C'est pas possible. Alors là, merci Marie-Ange Ravin. Je vais demander à notre technicienne aguerrie, n'est-ce pas, Manuela, de nous diffuser un extrait de la place Bertin et nous allons voir la dimension cette fois-ci de la costumière. Parce que moi, quand je t'ai connu les premiers contacts, tu m'avais convoqué, on t'avait parlé de moi, pour présenter un spectacle de costumes. Ouais, c'est ça. Quelques images de la place Bertin. On s'est parlé de non? Maman tout. En belle petite jalcon, ma fille, profiter de la vie. Entends-moi tout. Parce que moi, ça, ouais. Et puis, moi, on va un coup de couteau de l'eau, ma fille. Bon courage. Ah, on est gardé, moi, non? Laisse ensemble partir, toutes ces pièces dans la tête. Mais moi, tiens la position, ma fille. Autant de regarder l'état, moi. Ah, ça bien vu. Moi, tu lis, moi, pas ni chance. Ça, moi, mec, à quitter moi. De tchékou les mulas chinois. C'est pour y jouer toutes les mois.
Quand c'était tout, il y a Alexandre. Moi, c'était pour toute la vie. Mais là, il joue aussi. Alexandre parti, il quitte moi. Alexandre parti, il parti, bien parti mon Dieu. 660 parti mon Dieu, 660 parti cher. Alexandre parti, il parti, bien parti mon Dieu. 660 parti, moi c'est qu'à ouest, moi qu'à y consoler moi tout bonnement. C'est down tout bonnement, c'est down tout bonnement, c'est down tout bonnement, qu'à y consoler moi tout bonnement. C'est down tout bonnement, c'est down tout bonnement, c'est down tout bonnement, qu'à y consoler moi tout bonnement. Yon bêtise tout bonnement. Mais oui, ma fille. Oh non. Oh non, non. Aïe, 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 aïe. Marie-Ange Ravaché, vous également, vous appréciez ces images, la qualité des costumes, la place Bertin. Plus de 12 représentations à guichet fermé, 15. Non, 20. Michel, Ah bah, 18 représentations. 18, dont une à Paris. Ouais. Une à Paris. Alors évidemment, dans la place Bertin, il y a le côté musical, il y a la trame, parce que c'est une comédie musicale construite. Souvent, je vois des spectacles où on parle de juxtaposition de tableaux, etc. Tandis que là, il y a une trame, une construction. Une histoire. Une histoire. Quand on parle de trame, c'est l'histoire que c'était une femme qui est tombée amoureuse d'un marin qui l'a quitté, etc. Mais là, la mise en valeur de la pièce, c'est par la qualité des textes et surtout les costumes. Alors, donne-moi une panoplie de noms que tu peux nous dire concernant les costumes qu'on vient de voir, par exemple. Bon, tout ce qu'on a vu là, ce sont des costumes, on va dire, du 19e siècle, hein, 19e, 20e siècle. Hein, ça n'a pas... bien sûr, la collection, elle part quand même du 17e siècle. Hein, mais puisque toi, tu avais justement présenté ce tout premier spectacle. On avait présenté plusieurs tableaux, 17e, 18e, 19e et 20e siècle. Oui. Mais là, pour la place Bertin, on s'est cantonné au 18e, fin 18e, 19e siècle. Donc on est à Saint-Pierre, la commune de 19e, même pas 18e, 19e siècle. Alors on va pas passer toute l'émission à décrire les costumes, mais on va prendre par tranche d'âge. Alors, je suis une jeune fille, très jeune, je ne peux pas encore aller au bal. Qu'est-ce que tu me proposes comme costume? Alors, la petite jeune fille. On va passer à la titaine après, mais la toute petite adolescente, ça dépend du milieu. Elle va porter, si elle vient de la campagne, elle va porter la ticolée. Et si elle vient du milieu... ticolée, c'est... Ticolée. Petit col. Petit col rond. Et la collinette, si elle est du milieu... chez les bourgeois. On va dire bourgeois. Voilà. Famille aisée, quoi. Voilà. Tranquille, quoi. Et après, elle va passer donc à la petite... au costume jupe-chemise, un petit peu plus tard. Quand elle aura 16-17 ans, oui, elle va commencer à porter le costume jupe-chemise. Toujours pareil, le tissu, la qualité va varier suivant, évidemment, son milieu social. Son origine, voilà, etc. Voilà. Son milieu social. Et puis après, c'est la jeune femme, hein, où elle garde... elle va commencer à porter la grande robe titane, c'est-à-dire toujours avec le col V, parce qu'elle a encore des atouts à montrer. Oui. Alors qu'un petit peu plus tard, ça va être le col carré, puis le foulard, hein, de toutes les façons, puisqu'elle va commencer à prendre de l'âge. Alors évidemment, on nous parlait des timounes, etc. On a grandi, mais j'ai ma coiffe, ma tête calandée, etc. Un petit peu concernant la signification même des bouts. Il y a eu des études menées, parce que c'est mon nom, moi, je ne marie-tête en mon. C'est pas le marie-tête, la tête calandée, ça a une signification, une symbolique. Bien sûr. Est-ce que tu t'es documenté sur ces choses-là? Absolument, Michel. Bien sûr, j'ai passé des journées... Écoute, pour faire la reconstitution de ce que j'ai fait, ça m'a pris quand même pas loin d'une dizaine d'années. Hein, pour aller fouiller parce que, en plus... J'ai travaillé sur cette collection quand j'étais en métropole. Alors, chaque fois que je venais ici à la Martinique, direct les archives départementales. Tu as les archives départementales, est-ce que tu as également des mémoires vivantes? Déjà, à qui tu as demandé des un petit peu plus tard, oui. Oui, bien sûr, avec l'aide des personnes, des grands-mères, qui ont quand même aiguillé, mais toujours est-il, sous ce qui était du 19e, 20e siècle.
Alors, Parce qu'au-delà, ce sont les écrits que nous avons de Lafcadio, de François Giraud. Ce sont des gens qui ont parlé également de la symbolique de Saint-Pierre même. Hein, voilà. Ce sont des gens qui étaient à Saint-Pierre, qui ont traversé. Voilà, et qui ont fait aussi des gravures. Des gravures, oui, Des qui ont gravures beaucoup travaillé sur les... Absolument, que j'ai recherché, que j'ai la chance d'avoir un bon petit coup de crayon aussi, que j'ai reconstitué pour pouvoir reconstituer également les vêtements suivant les gravures que je vais trouver. Alors justement, quand on parle, on va également... Est-ce que tu es féministe? Est-ce que tu défends la femme? Ça, c'est très à la mode. Hein, ouais. Bah oui. Oh oui, je veux le dire, oui, pourquoi pas. Oui. Oui. Bah oui. Eh bien justement, à l'occasion de certaines rencontres que j'ai pu avoir dans ce milieu-là, quand je présentais des élections de reine du carnaval, etc., le personnage de la Matador, comment tu le conçois? Est-ce que c'est un personnage vulgaire, etc.? Parce que souvent, il y a un amalgame, les gens, ils expliquent n'importe quoi. Bon, on dit que la Matador, c'était la femme qui avait pignon sur rue, hein, donc c'est celle qui n'avait peur de rien et celle qui, elle profitait de ses atouts pour en vivre, en fait. Donc c'est ce qu'on... Pour séduire, enfin là on a le voilà, côté... c'est ce qu'on a toujours dit de la Matador. Mais autre chose, c'est que la Matador, elle n'allait pas avec n'importe qui. Ah, c'est très... Parce que, tu vois, des fois il y a un amalgame entre le terme machapia et Matador. Ça n'a rien à voir. Alors, machapia, c'est autre chose encore. Je vais te donner la signification de machapia. Alors, oui, entre alors, Matador et machapia. Voilà. Matador, là, elle est entretenue. Elle est entretenue, élégante. elle ne fréquentait pas n'importe qui et on ne savait jamais qui était l'amant de la Matador. D'accord. En ce qui concerne la machapia... Mais attends, oui. Mais un amant pouvait avoir plusieurs Matadors aussi. Ah ben, c'était... Bon, le terme machapia. Ouais. Alors, le terme machapia, ça vient d'où? C'est devenu péjoratif. Ah ouais. Mais c'était tout simplement un madame. Qui vendait de la pierre. Non, Michel. Ouais. Qui avait beaucoup d'enfants. Alors, cet moment, il a été yon en l'autre, il a dit mis en machan la pia. Et c'est devenu mis en machapia. Souvent, c'est comme ça dans le créole. Hein. Voilà. Ainsi, par exemple, le coqden, ça devient un coden. Tout à l'heure, là, par exemple, nous parler des... Parce que je me suis enseigné également, je lis beaucoup confiant, etc. Et Mazel nous caille bal titane. C'est le bal des petites tendres. Ouais. C'est titane. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Titane, c'est ça. C'est les jeunes filles de la campagne, tu sais, les petites bonnes, en fait, qui descendaient... C'était descendu? Oui, ils descendent placés, ils ont placé comme madame. Et le dimanche après-midi, elles avaient le droit d'aller au bal. Alors, titane vient de sa tendre. Wow. Et on dit aussi que... Moi j'ai lu aussi... que la titane, c'était la jeune fille de la campagne qui est née de père inconnu et qui souvent était couturière. Et quand les premières machines à coudre sont arrivées à la Martinique, elles étaient de marque titane. Alors, ce qui fait qu'on a attribué ce mot titane aux petites couturières aussi de la campagne. La bourgeoise se dit, bon, je vais chez ma... Mon tailleur, etc. Je vais chez ma titane, à la campagne. Ouais, donc, il y a eu deux... Il y a toute une déontologie dans cette affaire-là. Il y en a eu deux, oui. Par exemple, ma maman qui a coudre. C'est pas tout le monde qui a coudre qui couturière non plus, hein, parce que tout le monde qui a coudre dans les familles, souvent, il y avait ça. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, justement, on arrive à ce côté costume, à ce côté vestimentaire. À la place Bertin, dont on avait quelques extraits. Et puis, tu as évidemment l'événementiel culturel aux Antilles. Le Noël, par exemple, comment tu le concevais depuis ta petite campagne de diamant là, tout ça? Est-ce que c'est un marché familial pour toi? À Noël, c'était beaucoup plus du côté de ma grand-mère, du côté de Rivière-Salée, que mes tantes, elles chantaient beaucoup. Ouais. Donc, on aimait bien passer du temps à Noël à chanter avec le cantique. Mon grand-père qui était là avec ses pieds, qui tapait sur le plancher pour... Donc, tu as connu ça, le chanter Noël en famille? Ah oui, t'es café basse là, oui. Bien sûr, pareil comme le jour de l'an, où on allait avec des mandarines, distribuer, passer un petit moment chez les voisins. Oui. Donc là, on retrouve encore ce côté ancré dans la tradition. Absolument. Que tu as hérité des ancêtres, etc. Des grands-parents. Nous parlons de Noël, parce que Noël, alors ce qui est de comique maintenant, c'est que Noël là, il y a carnaval, et carnaval là. Alors, est-ce que tu es carnaval, toi? J'étais carnaval. Mais bien sûr, pour ceux qui font le carnaval, je ne vais pas leur en vouloir. Non, au contraire, c'est la tradition. Il faut absolument maintenir le carnaval. Oui, il n'y a pas de problème pour ça. Non.
Mais je déplore quand même... ça dérape un peu, quoi. C'est ça. On peut quand même faire de très belles choses sans que ça aille vraiment dans la vulgarité. Et c'est dommage. Parce que ça pourrait être, et je pense que ça le deviendra, un bon produit touristique. Ouais. Eh bien, justement, on y arrive là. Produit touristique, produit tourisme, événement culturel. Est-ce que tu te considères comme une militante culturelle? À 2000 à l'heure. Non, parce qu'il y a le monde, tu sais, maintenant tous les mots sont employés. Non, on va défendre le folklore. Le terme folklore, j'aime pas tellement. Non, alors, tu penses que tu t'investis dans la culture de ton pays? Ah oui, absolument. Il le faut, Michel. C'est vrai que trop souvent, la culture a été un peu considérée comme la dernière roue de la charrette, quoi. Et je crois même encore un peu. Et c'est vraiment dommage. Et on a tellement de choses chez nous. On a eu tellement on a hérité de tellement de choses qui font la richesse de notre culture. Et ça, il faut absolument qu'on sauvegarde ça et qu'on la que ce soit dans la danse, que ce soit dans la cuisine, que ce soit on a plein de choses. Nous riches. Mais justement, je vais profiter de la perche que tu me tends pour parler d'un élément. Quand même, la culture, est-ce qu'on a toujours considéré ça comme un élément économique, comme un élément porteur? Et actuellement, est-ce que tu penses que les autorités en place encouragent la culture et lui donnent des moyens? Là, tu parlais de ton cœur. Là, je crois que très longtemps, je vais me répéter, ça a été considéré comme vraiment dernier bouchoir là, quoi. Oui, la rigolade, quoi. Bon, sauf qu'à chanter, sauf qu'à faire musique, même la musique, c'est pas considéré comme quelque chose de sérieux. Oui, c'est vrai. C'est pas rien, ça caille pas de mais c'est pareil. Au début, ma mère, elle a eu du mal à accepter qu'on danse, que ma sœur danse, mais après, finalement, l'un dans l'autre, comme c'est ta passion, on peut pas te l'interdire. Mais c'est vrai que trop souvent, on a considéré la culture vraiment comme parent pauvre, quoi. Ouais. Dommage. Justement, on vient d'avoir un phénomène. Alors que c'est quand même très enrichissant et que ça pourrait être également, je sais pas si tu un élément économique, peut-être c'est un élément économique. Absolument. Les grands festivals, etc., ils attirent du monde. Tout à fait. Un grand festival de zouk, des gens qui viennent de partout, de Begin, des gens qui viennent absolument. C'est une économie. Absolument. Tu as le tourisme d'histoire, tu as le tourisme culturel, tu as le tourisme écologique, etc. Un exemple, on a eu un grand événement, il y a eu des concerts de Kassav. Est-ce que tu penses qu'on a de réelles retombées avec ces événements-là en matière économique? Moi, je crois déjà, Michel, un événement comme celui-là, c'est clair qu'il y a, d'après ce que je sais, il y a des gens qui sont venus de la Caraïbe, assister à ce concert. Et puis l'investissement, on a quand même investi beaucoup là-dessus. Voilà, et les personnes qui viennent, bon, de toutes les façons, c'est pas chez toi qu'ils sont allés, c'est pas chez moi qu'ils sont allés, c'est dans les hôtels d'à côté qu'ils sont allés. Donc forcément, ça fait fonctionner aussi l'économie du pays. Donc moi, je pense que on devrait prendre ça plus en considération, avoir un œil très sérieux sur ce genre de manifestation. Moi, je le pense. La culture également, tu as parlé, tu es une femme de tradition, tu aimes ton terroir également. Est-ce que tu penses que côté jeunesse, on assiste également maintenant à un développement des danses du terroir comme le belé, par exemple, ça a pris un essor considérable. Est-ce que toi, tu es pour que ça soit enseigné, que ça soit transmis aux nouvelles générations? Absolument, ça doit être enseigné dès l'école primaire. Oui, pendant un moment, il y avait eu un contrat école-mairie, il y avait éducation nationale et mairie. Il y avait des intervenants. Oui, puisque moi-même, j'ai enseigné pendant une dizaine d'années à Casse-Pilote. Et c'est pas en interclasse, ça faisait partie vraiment des cours des enfants. Ça, c'est une chose pour moi, je pense, qu'on devrait très sérieusement se pencher dessus, et pour que nos petits-enfants, nos tout-petits, puissent, dès l'âge de 5-6 ans, connaissent le rythme de la biguine, de la mazurka, du belay. Ça, c'est très, très, très important. D'autant que maintenant, je crois qu'il y a le bac. Ouais. Le bac, oui, dans le bac, il y a une option belay dans le bac. C'est pas jour bac là pour y aller apprendre dans ces belay. Mais justement, là, ça va penser de ça. Est-ce que c'est mon nom qui a pris en considération, ou alors, parce que tu sais, dans le système de la langue, tu as deux valences. Tu as ce qui est officiel, entre guillemets, et puis une langue
créole là, ça, on va penser de ça. Moi, je pense que créole là, peut nous placer exactement comme français. Tous les deux pour marcher côte à côte. Côte à côte. Ah oui. Ouais. Est-ce que Manuela peut nous également nous diffuser quelques images concernant toutes ces interventions de Marie-Ange, donc à savoir le côté costume, le côté des distinctions peut-être, est-ce que tu en as eu? Oui, il n'y a pas longtemps, oui. Oh, il n'y a pas longtemps, non, si, depuis 2020. Oui. 2020, oui, j'ai eu une très bonne distinction. Je signale aux téléspectateurs que c'est simplement l'effet du hasard, comme je passais par là. Alors là, qu'est-ce que tu as exactement? La médaille de... La médaille du chevalier de l'Ordre national du mérite. Ouais. Eh bien justement, pendant qu'on est là encore, on voit quelques images, est-ce que l'artiste est reconnu, là par exemple, on assiste à un moment où tu es quand même reconnu devant tes pairs, est-ce que les gens sont vraiment reconnus? Il y a un hommage à tout le monde, le plus souvent les gens morts. Est-ce qu'on prend ça en considération? Déjà, Michel, moi j'étais quand même un peu surprise, de toute façon, quand on m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Et j'étais surprise parce que quand j'ai entendu tout ce... Quand on a un petit peu... On fait un descriptif de ta carrière, de son fait, de tout le bagage. J'étais quand même surprise parce que je me dis, mais côté yo allé prendre tout ça. Ah non, ils savent, non. Oui, ils sont allés. Enquête, oui, donc c'est pas donné pour donner. C'est pas, c'est qu'on va rechercher, on va savoir qui tu es, ce que tu as fait, et puis voilà. C'est une reconnaissance réelle, quoi. Absolument, c'est pas donné pour donner. À la limite même, je vais peut-être surprendre. On va peut-être même vers une enquête de mœurs, je m'explique. C'est-à-dire que sous un bon monde, etc. Casier judiciaire, tout ça. Absolument, il y a tout, tout on va dire, depuis sorti en au moment où on a regardé tout ça. Ah oui, tout ce qu'on est en train de faire là, ils ont passé en peigne fin. Absolument. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait pour ton pays surtout. Ouais. Alors, on arrive là, on se rapproche, on connaît ta carrière, on connaît, etc. Tes rapports avec les médias, parce qu'il y a celui qui crée, il y a celui qui fait, et il y a celui qui montre. Est-ce que tu as toujours eu de bons rapports avec les médias? À un certain moment, tu étais même animatrice, j'ai compris. Oui, j'ai fait un petit séjour, effectivement, à RCI. Moi, écoute, je n'ai pas à m'en plaindre, en fait. Je ne m'en plains pas. Je pense que, enfin, me concernant, j'ai toujours eu de bons rapports avec, que ce soit... les radios, les télévisions, etc. D'ailleurs, tu as même été animatrice d'émissions en télévision. Ah oui, j'ai été quand même 13 ans... on va citer, 13 ans à KMT, 3 années avec Zou qu'on a interrompu avec le Covid et tout, mais j'espère revenir bientôt. Ah oui. Non, mais je te fais une petite confidence, c'est déjà dans les tiroirs. Ouais, donc tes goûts, la lecture, le cinéma. Tu aimes le cinéma en fait? J'aime beaucoup le cinéma. Tout ce qui est artistique, j'adore. J'aime la danse, la musique, le cinéma, la lecture. J'ai toujours un livre de chevet, quoi. Même si c'est 4 pages et puis... Vous y avez jamais au sommeil? 5e log à ma sommeil. Mais j'ai toujours un livre sur ma table de chevet. Toujours. Voilà, on va arriver également dans la phase de l'émission, la phase actuelle, effectivement. On parlait même de chanter, des défilés de costumes, etc. Mais tes productions même, en matière discographique, tu es entré dans un studio d'enregistrement depuis combien de temps? Alors, Michel, j'ai sorti un petit bébé là qui... Un petit bébé, mais avant le bébé, est-ce que tu avais déjà eu Avant le bébé, oui, j'ai eu l'occasion d'interpréter 2 morceaux sur l'album, le dernier CD de Barrel Coped. Après, ça a été avec Feneito, Yaya, que tout le monde aime bien. Et puis là, j'ai eu l'occasion de participer aussi sur plusieurs albums avec Gustave Francisque. Comme invité, quoi. Oui, voilà, comme invité. Alors du coup, moi j'avais sous l'oreiller aussi mes petites affaires. Je me suis dit, bon, avant mon faire mes désirs, avant que... Avant, voilà, moi je vais laisser une trace. Voilà, c'était un petit peu pour marquer un petit peu, et puis réveiller la tradition. Voilà, on va explorer un petit peu donc ce produit, on va appeler ça un produit, et je vais demander justement à ce qu'on nous mette à l'écran la jaquette de ce nouvel album qui dénote quand même, voilà, Cannelle. Pourquoi Cannelle en fait?
Connell, pour Michel, surtout ces temps-là, on y la griffe, on y machin, qui sont comme été, c'est un bon morceau Connell là-dedans, il pour baron. Tonus. Évidemment, il y a Connell, mais voilà. Attention se rapporte également sur la tenue vestimentaire. Alors là, tu es une matador, Je suis un matador calandé. Un matador calandé. Elle ne pas de calandé, c'est la tête qui est dure. Voilà, etc. et puis c'est que la jupe également est calandée, le foulard est calandé. C'est-à-dire tout ce qui a été refait en jaune. Tu vois, c'est ça le calandage. C'est une peinture jaune. C'est une peinture jaune. Avant, c'était fait avec le jaune de l'ocre et puis jaune d'œuf, comment ça s'appelle poudre. La poudre d'arabica, quelque chose comme ça. C'était fait comme ça. Mais maintenant, voilà. Maintenant, on utilise carrément la peinture pour tissu, puisque ça existe maintenant. Voilà, donc tu as le répertoire, tu tires même à remercier certains amis des artistes, etc. Qui ont participé à l'enregistrement. Absolument. Donc, c'est Joël Zabulon d'abord pour la programmation et les arrangements. Donc, le mastering a été fait par Yvan Bras. Yvan, bon travail, merci beaucoup. Alors, au chant, évidemment. Mariage Ravel. Oui, donc au cœur, nous avons Maud Mass. Qu'on connaît bien. Hein. Oui, et Sadji. Au piano, Joël et Jean-François Mongis. Nous avons la guitare Claudine Ovar, Jovenal Saint-Phare. Surnommé Shelbet. On connaît bien ici. Voilà. On a Jean-Marc Albissi et Philippe Burdi en basse. Dominique Bougreville, José Zébina, Gervais Courteau à la batterie. Edgar Laronnet aux percussions, flûte, nous avons Mario Mas, au sax Gustave Francis, trombone Guy Vadleux, chacha Tony Polomac, au pan, parce qu'il y a un bel tibigine qui vient d'où ça. Donc c'est mon coup de cœur, je vais dire, Lumière et la vie. Justement, on va parler tout à l'heure des morceaux. Alors, tu restes encore beaucoup de... Charles Rémillon, voilà, je n'ai oublié personne. Le frère. Alors, là, on ne va pas parler détaillé, tu vas me passer un petit peu il y a combien de titres là-dessus? Il y a 10 morceaux. 10 morceaux. Il y a 10 morceaux, puis il y a 3 reprises, quoi, en fait, tiens. Ouais. Alors, 10 morceaux, mais j'ai écouté attentivement l'album, évidemment, quand tu me l'as proposé. On constate que tu as eu des retours, évidemment, du respect pour la tradition, mais que tu as joué également la carte de la modernité. Autrement dit, qu'est-ce que tu proposes de plus, quoi? Écoute, modernité, c'est-à-dire peut-être sur 2-3 morceaux qui ont été vraiment, on va dire, Si aussi ou Bouzazé. Ce sont des morceaux qui sont semi-belle et pitié, semi-begin, rythme. Je crois que Jean-Marc Albissi a pris plaisir. Il me dit, ça c'est mon morceau phare. Donc, on a quand même à côté de la tradition... On va pas explorer peut-être tout, parce que, comme on dit, le chronomètre tourne. Alors, nous quand même les morceaux préférés, parce que moi, j'ai pratiquement tout aimé. Hein. Nous avons un ami, on peut le citer, qui est disquaire, qu'on connaît très bien, et qui a beaucoup... et pourtant, il est dur, hein, il est très sévère. Alors, tes 3 morceaux préférés, on va dire. Il y en a 10 en tout. Hein. Les 3 morceaux préférés. Alors, on a Lumière la vie, Cornel, Bouzazi, je dis Malaika, Bailavoie, Amélia Cotobleu, Pitché Belmazouk, etc. Soukounion. Alors, c'est des reprises, hein? Oui, c'est il y a des reprises. Et puis il y a 3 reprises sur l'album, en fait. Hein? Et mais tout le reste. l'intérêt, c'est qu'il y a des reprises, mais à chaque fois, on voit arrangement, c'est-à-dire que tu as... Vous mettez la sauce à la sauce Marie-Ange. Oui. Donc, mon morceau phare, je dis, mon coup de cœur, je crois que c'est Lumière la vie. C'est un morceau que j'ai composé en un quart d'heure un matin, en me réveillant. Ouais, Lumière la vie. J'étais inspirée par de là où je suis, on aperçoit la mer et ça m'a donné, ça m'a inspiré. Donc Lumière la vie. Autrement, on a Connell, on a Pitché en Belmazouk, on a Si aussi. Si aussi. En fait, c'est un morceau que ma grand-mère me chantait quand elle était petite. C'est un morceau qu'on chantait dans les. On va arriver, Marie-Ange, à la phase de conclusion. On a parlé de toi, de ton ascension, de l'album, etc., de nouvelles responsabilités que tu as. On ne va pas peut-être les évoquer directement ici, mais on a traversé une période, on est encore là-dedans.
le Covid, il y a une nouvelle génération qui arrive. Alors, la période du Covid, est-ce qu'on peut faire dans la période là? En partie fait, Michel, mais bon... Tu parles du côté professionnel, ton travail, ta boutique. Ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Mais j'ai profité pour créer des vêtements. Ouais, mais ça t'a permis aussi de te remettre en question dans ta Absolument, oui. Je consacrais un petit peu de temps aussi à l'album entre-temps, mais c'était quand même assez difficile. Et les choses ne sont pas, c'est pas reparti. On n'est pas encore retourné à la normale là. Non, c'est pas reparti. Et puis alors là, tu te concentres, parce que le dernier moment, dans cette émission, que sont-ils devenus? Ton message en direction de la jeunesse, des nouvelles générations. Pas en créole, en français, qui ça ou qu'a dit, qui ça ou qu'a dit peuple là? Alors, qui ça m'a dit peuple là? M'a dit peuple là, de toutes les façons, un bagage là qui a venu est moins compliqué. Mais il faut que nous tous marions nous pour nous essayer de garder qui nous avancer en pays. Et c'est le bagage m'a dit la jeunesse là. Respecter les autres, l'un à l'autre. Il faut arrêter cette violence. Cette violence que nous avons et consacrez-vous à autre chose. Il y a de la place pour vous. Même si les choses sont compliquées, même si les choses sont difficiles, il y a des gens, vous allez toujours trouver quelqu'un qui va vous donner un petit coup de main pour aller de l'avant. Alors, arrêtez et puis la facilité. Arrêtez et puis ça. Qu'est-ce que tu appelles facilité? Ben là, la vie est trop à l'aise, quoi. Nous, ouais, voilà. Nous voilà. Facilité, bon, ça, c'est ce trafic-là qui a passé en bas, ces immeubles-là et tout ça. C'est fait que pour vous pourrir la vie. Donc, il faut arrêter avec ça. Et puis, ni des stages, ni des... Toujours, vous avez toujours trouvé un trou pour sortir en disant galère là et tu m'as considéré que la jeunesse aujourd'hui a donné. Donc, soyez... Mais tu as de l'espoir quand même. Oui. Il y pas perdu, quoi. Il y a des gens qui font des choses, il y a des gens qui sont là et qui vous attendent. Donc, voilà, faites confiance et essayez de nous aller en avant. C'était Marie-Ange Ravel. Donc, que sont-ils devenus? Vous avez compris que nous avons exploré, comme on dit, des zones intéressantes du personnage. C'est ça l'objectif de Zouk TV à travers ces émissions. OK? Eh bien, très, très, très bientôt, sur Zouk TV, bien sûr. Merci.